Chères apprenantes, chers apprenants, bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule qui s'intéressera aujourd'hui à un poème du poète Pierre de Ronsard. Alors peut-être quelques mots sur Pierre de Ronsard. Pierre de Ronsard est un des plus grands poètes de la Pléiade avec un certain Du Bellay. Il était déjà connu de son époque et il est encore célébré aujourd'hui. Ce poète du XVIe siècle a écrit pas mal de sonnets qui sont assez célèbres et aujourd'hui nous allons nous intéresser à un poème en particulier qui s'intitule « Quand vous serez bien vieille ». Voilà. Alors avant de s'intéresser à l'analyse, peut-être une petite lecture pour entrer dans le vif du sujet. Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle, assise auprès du feu, dévidant et filant, dirait, chantant mes vers, en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Lors, vous n'aurez, servante, oyant telle nouvelle, déjà sous le labeur, à demi sommeillant, qui au bruit de mon nom m'essaille réveillant, bénissant votre nom de louange immortelle. Je serai sous la terre et, fantôme sans eau, par les ambres myrteux, je prendrai mon repos. Vous serez au foyer une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Voilà pour la lecture. Alors, lorsque vous analysez un poème, il est toujours intéressant de s'intéresser dans un premier temps à la forme. Il s'agit ici donc d'un sonnet, et vous vous posez peut-être la question, mais comment est-ce qu'il savait qu'il s'agissait d'un sonnet? Eh bien c'est simple, la structure même l'indique directement. En effet, nous avons deux quatrains et deux tercets. La structure du sonnet est toujours telle, deux quatrains suivis de deux tercets. Nous pouvons également constater qu'il s'agit de rimes embrassées pour les deux premiers quatrains. En effet, il y a le schéma de rime A, B, B, A. La même chose pour le deuxième quatrain. En revanche, au niveau des tercets, nous avons deux rimes plates, sans eau, mon repos, suivi à nouveau de rimes embrassées. Voilà un tout petit peu ce qu'on pourrait dire au sujet du schéma des rimes. Il est intéressant aussi de remarquer que l'alternance entre rimes féminines et masculines a été respectée. Vous avez ici chandelle, belle. Ce sont des rimes féminines puisqu'elles terminent avec la lettre E et qui alternent avec des rimes masculines. Alors, cette information peut sembler sans importance dans un premier temps, mais c'est erroné. En effet, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons un poème qui aborde justement cet échange entre un homme et une femme. Et cet échange entre un homme et une femme, donc un homme qui essaye de séduire une femme, eh bien, se retrouve entre l'alternance de rimes masculines et féminines. Alors, j'ai déjà un tout petit peu révélé l'histoire qui se cache dans ce poème, et faites bien attention, lorsque vous analysez un poème, il est strictement interdit de seulement s'intéresser aux figures de style ou à la forme sans faire de lien avec ce qui est dit dans le poème. Et qu'est-ce que Ronsard est ici en train de nous raconter? Eh bien, il essaye de séduire une certaine Hélène. Alors, d'un point de vue historique, il est intéressant de savoir qu'il s'agit donc de Hélène de Surgères, qui était une demoiselle d'honneur de Catherine de Médicis. Donc voilà pour la petite histoire, elle était beaucoup plus jeune que Ronsard, et vous allez d'ailleurs le retrouver, ce thème, dans le poème. Ensuite, vous pouvez également remarquer qu'il s'agit d'alexandrin. L'alexandrin
Et le vers peut être le plus usité en poésie, un vers à 12 syllabes, certains théoriciens vont vous dire à 12 pieds, découpé au milieu. Et lorsque vous faites une lecture du poème, n'oubliez pas de vous arrêter. J'ai essayé de respecter la prosodie autant que possible lors de ma lecture. Mais maintenant, intéressons-nous au vif du sujet. Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle, assise auprès du feu, dévidant et filant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le verbe devider, donc il s'agit de travailler avec un fil, donc de le dérouler, lorsqu'on est en train par exemple de coudre. Alors, nous avons affaire ici à une figure de style qu'on appelle hypotypose, c'est-à-dire une description vive, réelle, censée marquer le lecteur ou ici le destinataire. Et donc on a donc cette jolie femme très jeune qui se retrouve au soir près d'une chandelle. On imagine donc la cheminée avec le feu qui brûle et elle qui est en train de travailler le fil. Et donc cette image est là pour renforcer l'idée de vieillesse et le fait que le temps passe et que finalement nous sommes pris au piège par cela. Mais quel est le piège ici auquel Ronsard essaie de rendre attentif le destinataire ici, donc Hélène. Dirait, chantant mes vers en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Et donc voilà l'information. Vous êtes belle en ce moment, chère demoiselle, mais un jour vous serez également vieille. C'est la loi de la nature. Et profitez. Dirait, chantant mes vers en vous émerveillant, vous serez même étonné par ce fait-là. Ronsard me célébrait. J'étais belle. Donc voilà un petit peu le cadre dans lequel se place ce poème. Ronsard est donc en train de dire à cette jeune fille qu'elle n'est pas éternelle et qu'à un moment ou l'autre, elle va commencer aussi à vieillir et qu'en vieillissant, elle ne sera plus aussi charmante qu'elle l'est en ce moment. Et nous avons ici « chantant mes vers ». Et donc, il faut s'imaginer cette vieille dame, puisqu'elle n'est plus jeune, près de la cheminée, en train de chanter. Et pour simuler ce chant, vous retrouvez ici ce qu'on va appeler des assonances entre chantant, temps, émerveillant, chandelle. Donc, cette assonance dont des sonorités en « an » qui rappelle le chant. Et donc, cette répétition de chant est censée reproduire la musique de la dame chantant donc près de sa cheminée. Il est aussi intéressant d'analyser les pronoms en vous émerveillant et puis Ronsard me célébrait. Donc ce va-et-vient entre le vous et puis le moi, il y a un changement de point de vue entre les personnages qui se retrouvent dans ce poème. Donc à un moment donné, en vous émerveillant, donc c'est Ronsard qui s'adresse à la personne, donc il la vous voit. Et puis on a des guillemets ouverts et c'est Hélène qui est en train de réfléchir, Ronsard me célébrait. Et ce qui est aussi assez astucieux ici, c'est que le poète est lui-même cité dans le poème. Ronsard me célébrait. Le me, et cet emploi-là, c'est pour rendre encore plus réaliste cette discussion et aussi pour convaincre cette jeune fille, puisqu'il va simuler une pensée qu'elle pourrait avoir dans plusieurs années. C'est assez ingénieux ici de la part de Ronsard de changer le point de vue d'énonciation pour justement simuler un effet encore plus réaliste. Mais pourquoi est-ce qu'elle regrette? Ou plutôt, que va-t-elle regretter? Il est temps de s'intéresser au deuxième quatrain ici. Lors, vous n'aurez servante oyant telle nouvelle. Lors signifie ici à ce moment-là. Oyant, c'est le verbe ouïr qui veut dire donc entendre.
Donc à ce moment-là, on est repassé, on a recentré de nouveau notre énonciation au niveau de la bien-aimée. Hein. Donc vous n'aurez servante ayant telle nouvelle, déjà sous le labeur à demi sommeillant, qui au bruit de mon nom ne s'aille réveillant. Et donc non seulement Ronsard s'est mis en scène dans le premier quatrain, mais il se célèbre lui-même. Regardez à quel point une servante endormie par le travail, fatiguée, à peine entendrait-elle le nom de Ronsard qu'elle ne se réveillerait en bénissant votre nom de louange immortelle. Qu'essaie de nous raconter ici Ronsard? Mais tout d'abord, arrêtons-nous sur ce terme de louange immortelle. Il s'agit ici d'une hyperbole. Pourquoi d'une hyperbole? Et qu'appelle-t-on une hyperbole? Eh bien, l'hyperbole, c'est cette figure de rhétorique qui exagère quelque chose pour mettre justement de la valeur sur cet aspect-là du poème. Ici, une louange, évidemment, n'est pas immortelle, au sens réel, rien n'est immortel, mais qu'essaye de dire ici Ronsard? Eh bien que la poésie, contrairement aux personnes qui vieillissent, eh bien peut être immortelle. D'ailleurs, il avait un tout petit peu raison. Regardez, nous sommes en 2021 et nous sommes encore en train de nous intéresser à des textes du XVIe siècle. Donc Ronsard avait bien raison d'insister sur ce point-là. Donc, il est si célèbre que même la servante, lorsque elle entend un vers, se réveille. Mais pas seulement parce qu'il était, lui, célèbre, Ronsard, mais parce qu'il a rendu Hélène aussi célèbre que lui en la plaçant dans un poème. Voilà à quel point il est conscient, Ronsard, des effets produits par la poésie et à quel point il est aussi sûr de lui lorsqu'il écrit en son propre nom de poète. D'ailleurs, nous avons pas mal de sonorités qui peuvent jouer là-dessus. Vous avez également la répétition de mon nom, votre nom, qui revient et qui insiste sur cet aspect de retour du nom par la suite. On pourrait approfondir cet aspect-là par le biais d'allitération qui se trouve dans ce petit texte, mais ce n'est peut-être pas le moment de trop approfondir l'aspect formel de ce poème, puisque nous nous intéressons d'abord à bien le comprendre et d'utiliser la rhétorique à des fins d'analyse et non pas simplement pour repérer les éléments d'analyse. Voilà un tout petit peu donc pour le début de la scène. Nous avons donc un homme qui essaie de séduire une femme en lui disant « Écoute, le temps passe et un jour tu vas vieillir, tu ne seras plus aussi séduisante que tu l'es en ce moment. Mais moi qui chante des vers de notre amour, de l'amour que je porte à propos de ta belle personne, eh bien cela va rester éternellement inscrit parce que la poésie n'est pas mortelle. » Voilà un petit peu comment il va continuer. Quelle est la suite de l'argumentation de Ronsard? Je serai sous la terre et fantôme sans eau, par les ombres myrtueux, je prendrai mon repos. Je m'arrête là tout un petit instant. Tout d'abord, les ombres myrtueux. Myrte, il s'agit d'une plante qui est associée dans la mythologie grecque à l'amour et à Vénus. Donc déjà une petite allusion assez sympathique. Mais surtout, intéressons-nous à cette partie « Je serai sous la terre, je prendrai mon repos ». Il s'agit ici évidemment d'euphémisme, car qu'essaye de nous dire ici Ronsard? Eh bien qu'il est mort. Mais pour ne pas le dire de manière trop cruelle, il va employer cette figure de style qu'on appelle euphémisme et le cacher en des termes un peu plus doux. Je serai sous la terre, je
je prendrai mon repos. Et de l'autre côté, vous serez au foyer une vieille accroupie. Et donc, voilà ce qui est intéressant. Cette jeune femme, aussi séduisante, qui mérite d'être chantée dans des poèmes, eh bien, sera un jour une vieille accroupie au foyer. Et regardez ce qui va se passer, et on entre dans la morale de cette histoire racontée par Ronsard. Regrettant mon amour et votre fier dédain, vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Et là nous avons le thème même du poème. Il s'agit d'un carpe diem. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie, profitez de la vie. N'attendez pas que quelque chose d'extraordinaire arrive. Allez-y, il faut s'épanouir. Parce qu'un jour, sinon, vous risquez de le regretter. Regrettant mon amour et votre fier dédain. Donc les deux aspects. Donc l'amour de Ronsard, mais aussi le fait que vous m'ayez jusqu'à maintenant écarté de votre entourage. Eh bien, vous allez le regretter parce que je suis un célèbre poète, capable justement de vous enchanter. Également intéressant, ici, le changement de mode. Vivez, cueillez. L'impératif, donc une injonction ici. Vivez si m'en croyez. N'attendez à demain, encore une fois, un impératif. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Et on termine ce poème par une belle métaphore. Les roses de la vie, il ne s'agit pas de jouer au jardinier, évidemment. Il s'agit ici d'une image. Cueillez les roses de la vie, ici profitez de votre vie. Évidemment, le message codé de Ronsard est le suivant. Profitez, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Eh bien, venez me rejoindre, soyons amoureux, vous et moi. Donc voilà un tout petit peu comment on draguait au XVIe siècle par le biais de poèmes. Voilà, je vais m'arrêter ici. L'analyse, évidemment, pourrait être approfondie. Si vous voulez faire un commentaire linéaire ou un commentaire composé, il va falloir évidemment restructurer tout cela. Le but de ces capsules n'était pas de reproduire un commentaire composé ou un commentaire linéaire. Et il s'agissait pour moi de vous faciliter la compréhension et de vous donner quelques pistes pour mieux voir comment fonctionnent les sonnets. Voilà, j'espère que mon analyse vous aura convaincu, que vous avez bien compris l'idée qui se cache derrière ce poème. Et puis maintenant, à vous d'approfondir la lecture, d'aller trouver et dénicher d'autres figures de style, peut-être encore nichées dans ce sonnet. Et en cas de questions, n'hésitez pas à les poster. Sinon, je vous dis merci et au revoir.